Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant cette vidéo numéro 236 qui concerne les yeux. Et bien sûr les parties qui l'entourent. Et nous irons jusqu'au numéro 52. En premier, l'œil qui se dit irette. Ce n'est pas une surprise. La variante à l'Ancien Empire indique qu'il peut s'écrire avec le roseau en complément phonétique. Au duel, jusqu'à la période gréco-romaine, il peut être aussi au masculin en irwi. Suivant ce que l'on avait dit dans la première vidéo de présentation pour les parties du corps, concernant les attestations avant l'Ancien Empire, que l'on ne mettrait pas, nous ferons une exception pour l'œil. En effet, il se dit An dès le début de la dynastie 0 en idée, et dès la première dynastie, il se dit également An en écriture phonétique, et même avec l'idée D4. À partir du Moyen Empire, le hiéroglyphe D6 peut être utilisé. Au duel au Nouvel Empire et à la Basse Époque, il peut s'écrire avec le signe de l'œuf. Ce n'est qu'une écriture graphique ressemblant à la pupille D12. Et cette pupille D12 peut indiquer le duel à la période gréco-romaine, mais également en déterminatif, comme dans les exemples suivants que l'on va voir. Un autre terme pour désigner l'œil se dit mendet, qui est attesté au Nouvel Empire, puis à l'époque ptolémaïque. Ce terme est féminin malgré la non-présence du signe du féminin dans la variante ptolémaïque. L'évolution du D plus le T du féminin s'est transformée en simple T pour le duel à l'époque ptolémaïque et romaine. La première graphie du duel ptolémaïque se translittère avec le T entre parenthèses pour rappeler son évolution, et il ne faut pas translittérer mendui comme un masculin. Quand je dis que c'est pour rappeler l'évolution, je veux dire par là que c'est pour rappeler son origine. Voyons maintenant une autre attestation pour désigner l'œil Méret. Il est noté dans l'écriture égyptienne à partir de la 26e dynastie ou la période saïte. La deuxième graphie gréco-romaine indique le déterminatif D138, un autre œil, qui n'est qu'une variante du D6. Ensuite, nous avons différentes représentations d'une femme à genoux, ayant le bras et la main dans une position pour indiquer la cadence musicale. Cela rappelle les clichés ou les représentations des Égyptiens quand ils avancent, le bras en avant et l'autre à l'arrière, comme dans les dessins animés ou les films. C'est le hiéroglyphe représentant la déesse Méret, inconnue de notre panthéon. Le premier dans la troisième graphie gréco-romaine est le 180A, et l'autre hiéroglyphe, c'est le 180, l'original où la déesse est surmontée du signe N16, la touffe de papyrus, symbole de renaissance et de régénération. De plus, la déesse Méret est associée à la musique, à la danse et au chant. Comme la déesse Hathor, le maquillage était de pair avec les danses et les chants ainsi que la beauté. La représentation de la déesse a donné le trilitère Méret, comme son nom, pour noter les graphies de l'œil. Nous la reverrons plus tard pour une autre partie du corps, ainsi que d'autres variantes graphiques. Les valeurs Méret pour l'œil sont principalement attestées dans les écritures du temple d'Edfou. Au passage, cela fait 3 nouveaux hiéroglyphes. C'est bien. Passons à la page suivante. Le terme belwi désigne les yeux. C'est une graphie qui n'existe qu'au duel. Le N, avec ou sans le pluriel, plus le R, donne la translittération du L. Nous l'avons vu dans les graphies du néo-égyptien.
Les graphies à la basse époque et à la période gréco-romaine se lisent de la même manière, par convention, pour rappeler donc l'origine. On n'écrit pas « ber-oui ». Les deux pupilles se lisent de la même manière pour la période romaine. Et la dernière graphie gréco-romaine est composée du signe D307 qui n'est que le B avec le R en un seul hiéroglyphe. Et la translittération, dans ce cas, est belle. Et avec les deux pupilles, on a donc bel-oui. Il existe encore plusieurs termes pour désigner les yeux, mais nous les verrons plus tard. Le blanc de l'œil, appelé aussi la sclère ou la sclérotique, se dit simplement hedget. Oui, simplement, parce que littéralement, cela signifie le blanc ou la partie blanche. Il est déterminé par la pupille qui se situe au centre du blanc de l'œil. Une variante à la 18e dynastie indique le déterminatif N8 pour rappeler certainement que c'est cette partie que l'on voit dans l'obscurité. La dernière graphie gréco-romaine n'est qu'une valeur idéographique. Maintenant, voyons les différentes manières pour traduire la pupille, donc la partie noire de l'œil. On peut traduire aussi par la prunelle, comme dans nos textes contemporains. On a les pupilles qui se dilatent, comme quand il commence à faire nuit, quand on est amoureux, ou lorsqu'on en a pris quelque chose de stupéfiant. On dit rarement, mais pourtant on le dit tout de même, que les prunelles se dilatent. La prunelle est plus couramment entendue dans l'expression tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux. C'était l'instant littéraire. Revenons à notre vocabulaire de l'ancien égyptien. Le terme le plus courant pour la pupille est jefedj, qui n'est attesté, semble-t-il, que dès le Moyen Empire. Avec les variantes en jefed et écrit en abrégé, en jef, et simplement le je dans la dernière graphie gréco-romaine. Les translittérations se notent jefedj dans les graphies avec le D12, qui donne également le trilitère jefedj dans sa fonction de déterminatif phonétique. Dans l'avant-dernière graphie gréco-romaine, le F51 peut donner l'unilitère F ou il peut être considéré comme un déterminatif en plus du D12. Ensuite, à la deuxième période intermédiaire, on trouve le lexème shepa. Cette graphie est également utilisée pour une autre partie du corps que l'on verra plus tard. À la période gréco-romaine, il existe le lexème im, sans doute dérivé de la préposition imi, qui peut signifier à l'intérieur de. Littéralement, on aurait ce qu'il y a à l'intérieur, en l'occurrence l'œil. C'est la pupille et le déterminatif D12 qui indiquent la partie en question. Continuons encore avec la pupille ou la prunelle à la page suivante. Également à la période gréco-romaine, on a le terme kem qui désigne cette fois-ci la couleur bien définie comme le blanc de l'œil hedjet. En effet, l'adjectif kem correspond à la couleur noire. Les différentes variantes indiquent un déterminatif supplémentaire, la boucle de cheveux, pour rappeler les cils comme protection de l'œil. Et cette boucle de cheveux est également utilisée en tant que valeur bilitaire kem pour la couleur noire, mais ce n'est pas le cas ici. Dans la vidéo 124, à 6 minutes 25, nous avons indiqué que nous vous montrerons comment se disent les couleurs en ancien égyptien. Et nous reparlerons de cette valeur bilitaire kem avec le hiéroglyphe de la boucle de cheveux, le D3. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Passons maintenant à la dernière désignation de la pupille, attestée à la 5e et à la 6e dynastie, dans les textes des pyramides, dans la formule 155, et de nouveau attestée à la période romaine, mais en abrégé uniquement, et plus précisément dans le temple d'Hathor à Dendera.
ou Tentiris. Nous allons comprendre ce terme d'un point de vue historique. Commençons par ce nouveau hiéroglyphe dans la première variante en déterminatif du mot Hunet, jeune fille. C'est le D123. C'est une graphie de la partie supérieure du A17 avec une tresse et il détermine des termes en relation avec la jeunesse et l'adolescence. La pupille de l'œil se traduit littéralement par la jeune fille qui est dans l'œil. Mais pour quelle raison? Dans les temps anciens, on remarquait déjà que dans l'ouverture qui se trouve au centre de l'iris et où la lumière entre dans l'œil, se reflétait la silhouette de la personne regardée. Et cette silhouette ressemblait à un corps d'une petite fille ou d'une jeune fille. Aujourd'hui, en espagnol, on trouve aussi l'expression pour désigner la pupille de l'œil, la niña de los ojos, la jeune fille des yeux. Dans la Bible, au psaume 17, versets 8 et 9, la prière de David, on trouve la phrase « Garde-moi comme la prunelle de tes yeux ». Cette traduction est plus courante comme aujourd'hui, car le mot employé pour prunelle signifie également jeune fille en latin et en grec. Pupille égale prunelle. On peut supposer qu'il a donc été transmis de l'ancien égyptien qui avait Jefedj et Hunet. Mais les latins et les grecs en ont fait un seul mot, comme en français d'ailleurs, et les premières écritures de la prière de David étaient en grec, puis en latin, puis en hébreu qui différencie bien les deux termes entre la pupille des yeux et la jeune fille. Le mot est différent en hébreu. On arrête avec les pupilles, on va maintenant passer aux paupières. La paupière en elle-même n'est pas désignée par un lexème précis. Elle est soit supérieure ou inférieure. Il est attesté dès le Moyen Empire, la paupière supérieure, c'est Setcheret. Et à la période gréco-romaine, il n'est attesté qu'au duel. Donc, Setcherti. Un autre terme pour désigner les paupières supérieures à la période gréco-romaine est aoui. Littéralement, cela signifie les deux parties et ce terme peut être suivi de l'œil pour plus de précision. Il n'existe pas au singulier. À la 18e et 19e dynastie, il existe l'expression sa-en-irti pour les paupières supérieures également. Littéralement, nous avons l'arrière des yeux qui recouvre donc les yeux, c'est-à-dire les paupières. À la période gréco-romaine, le terme est au pluriel et il n'y a pas d'attestation au singulier. Voyons la dernière page avec le numéro 49, les paupières inférieures. Elles sont désignées par le terme resui et il n'est attesté qu'à la 18e dynastie. Voyons maintenant les dernières parties de l'œil en ancien égyptien et plus précisément les cils et les sourcils. Le terme chéni que nous avons vu dans la vidéo 234, au numéro 4, désigne les poils, les cheveux et donc les cils pour toutes les époques. Le terme gaptiyu, présenté ici, désigne précisément les cils, les poils supérieurs et inférieurs des yeux. Il est attesté à la 17e et à la 18e dynastie. Les sourcils, donc les poils du dessus, sont connus également dans les graphies égyptiennes, spécialement quand on sait que les Égyptiens se maquillaient. Oui, je sais, ça fait bizarre de préciser que ce sont les sourcils qui sont les poils du dessus. Ça sonne comme sourcils, on pourrait indiquer sous les cils, mais ils sont bien au-dessus. De toute manière, il n'existe pas de terme précis pour désigner les cils du dessous. On est hors sujet, n'est-ce pas, hein? Les sourcils se disent inais. Ce terme au singulier pour le Moyen Empire et le Nouvel Empire ne désigne pas le poil des sourcils, mais les sourcils d'un seul œil. Il est nettement employé au duel et l'on retrouve le hiéroglyphe du sourcil, le D13,
et la boucle de cheveux. La dernière graphie gréco-romaine utilise l'œil maquillé D6, qui est une variante du D5 et qui peut donner en plus le bilitaire in. L'évolution phonétique de la période gréco-romaine nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais cette évolution phonétique était déjà connue dès l'Ancien Empire. Il est indiqué dans la variante. On peut voir an, oui. Et pour revenir à la dernière graphie gréco-romaine, il ne faut pas simplement translittérer Yann. Voyons maintenant le dernier de cette vidéo, le numéro 52. Le dernier terme pour désigner les sourcils pour les yeux est Semeti, qui est attesté à la 26e dynastie. On le retrouve à la période gréco-romaine en désignant les sourcils d'un seul œil ou au duel pour les deux yeux. Et nous avons le même cas d'évolution phonétique comme au numéro 37 pour l'œil Mendet. La dernière graphie gréco-romaine emploie un hiéroglyphe inconnu du J-sèche, mais présent en hiératique. Il a été repris dans l'écriture et il n'est pas rare de le trouver. On peut le considérer comme une variante du F21. Dans le logiciel J-sèche, il est présent dans les quelques signes hiératiques sous la référence FF4. Il peut également, comme le F21, donner la valeur trinitaire Semet. Toutes les valeurs phonétiques des hiéroglyphes qui sont dans la playlist de tous les hiéroglyphes sont les plus fréquentes à toutes les époques. Les nouvelles valeurs ne seront connues qu'au fur et à mesure parce que certaines sont uniquement employées pour un seul terme. Bref, la vidéo est finie et il y a dans celle-ci 6 nouveaux hiéroglyphes en comptant le signe hiératique. À bientôt!